peu de personnes disent chef d'entreprise. Parce que le mot chef a un poids plus gros que entrepreneur. Lorsque les gens parlent de développement personnel, surtout dans le milieu du business en ligne, quelque part c'est que tu développes une compétence qui va te permettre de générer des revenus. Quand tu te lances dans un business ou quand tu te lances dans une nouvelle activité et tout, c'est que ton cerveau est tellement contre cela parce que ça te challenge et que ça te sort de ta zone de confort qu'il va tout faire pour que tu ne passes pas à l'action. Bienvenue dans ce podcast avec mon cher Alain. Et du coup, on n'a rien préparé. On va faire juste une discussion comme ça entre entrepreneurs. Tu vas quand même te présenter pour dire aux gens qui tu es. Mais voilà, vraiment en discussion. Parce qu'il y a pas mal de sujets là en off. On a commencé à parler. En fait, c'est juste continuer la discussion. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ok, d'accord. Bon, c'est Alain Semenvo, je suis entrepreneur. Je dirais même que je suis indépendant. Indépendant? Oui, je ne suis pas encore entrepreneur. C'est quoi la différence entre indépendant et entrepreneur? Parce que mon business dépend encore de moi. Ah, ok. Tu vois, et pour le moment, je ne me considère pas, bon, on dit entrepreneur pour abus de langage ou bien pour faire les choses faciles. Je le dis facilement, mais mon business dépend encore de moi. Et je pense que quand tu arrives au niveau où ton business ne dépend plus de toi, là, tu peux te considérer comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'au niveau où, même si tu n'es pas là, l'entreprise peut fonctionner sans toi. Ok. Tu vois, et je pense que c'est important. Et la plupart de ceux qui se disent entrepreneurs aujourd'hui en ligne, souvent, c'est pas... Surtout quand tu es positionné sur un personal branding, où le business, tu représentes le business et le business te représente. Tu vois, parce que c'est Alain Semenvo, c'est un nom de marque, etc. Qui fait que demain, c'est compliqué, par exemple, de me détacher de ce nom ou de me détacher même, par exemple, de ma chaîne YouTube. On l'a vu avec Théophile Hélier, qui a essayé de vendre son business. C'était très compliqué. Je ne sais même pas s'il est arrivé à vendre son business. Finalement, il avait pris des actionnaires ou des investisseurs, etc. Tu vois. Donc, pour fermer cette parenthèse, je parle d'e-commerce, je parle de négoce de matières premières, je parle de business avec la Chine, import-export avec la Chine, entre l'Afrique et la Chine, et de négoce entre l'Afrique et le monde entier. Donc, c'est des sujets que j'aborde souvent sur ma chaîne YouTube. Et j'ai une marque aussi de sac, et on a aussi une marque avec des amis, des partenaires en Russie. Voilà, on a une marque pour les produits pour femmes. Je ne vais pas préciser encore le type de produit. Et à part ça, je voyage entre l'Afrique, entre le Bénin, le Togo, la France, la Chine, l'Estonie, parce que j'habite, enfin fiscalement je suis en Estonie, fiscalement. Donc je voyage beaucoup et je vais même arrêter parce que c'est fatigant. De tout le temps voyager comme ça. De tout le temps voyager, c'est assez fatigant et ça te casse les routines aussi. Parce qu'après tu mets des routines en place, tu te mets au sport, mais bam, tu voyages, donc du coup, tu n'as pas de salle de sport, etc. Ou bien le décalage aurait fait que tout est déréglé. Et je pense que cette année, je vais essayer de limiter vraiment au strict minimum et éviter les voyages de 2 semaines, 1 semaine et tout, parce que vraiment, ça te casse toute ta routine et pour reprendre tout ça devient beaucoup compliqué. Ok. Donc, tu as très bien défini entrepreneur et indépendant. En fait, la meilleure définition, c'est on va revenir à la Bible ici de l'entrepreneuriat, Robert Kiyosaki. C'est ce qu'il disait, oui. Il avait parlé des salariés, des indépendants. Des travailleurs indépendants. Des travailleurs indépendants. Il avait parlé de chefs d'entreprise et d'investisseurs. Voilà, la vraie définition, toi, tu es travailleur autonome. Exactement, je pense que... Voilà, dans le cadran, là, tu es travailleur autonome. Tu n'es pas encore chef d'entreprise. Parce que chef d'entreprise, il dit propriétaire d'entreprise, ça dépend des traductions. Lui, sans lui, ça marche. Il était chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise, voilà. Tu vois, sans lui, il n'était pas là. Si tu es toujours là, tu es toujours un travailleur autonome. Exactement. Un indépendant. Un freelance, quoi. Comme un avocat, un freelance, un médecin, etc. Tu disparais, l'argent, il ne vient pas. Exactement. Tu es présent et il vient. Exactement. Par exemple, là, je suis à Dubaï. Je suis en décalage horaire. Et je fais beaucoup de choses à Dubaï actuellement, des interviews, des podcasts. Tu dois courir partout. Je dois courir un peu partout. Mais de l'autre côté, mon business a du mal à fonctionner. Oui. Parce que j'ai raté beaucoup d'appels clients, j'ai raté pas mal de choses, etc. etc. Tu vois. Donc ça veut dire que le business dépend encore de toi, de moi. Ce qui fait que quand je vais sur une autre activité, tu vois, j'ai un manque à gagner de notre côté. Tu vois. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent toujours dans cette phase où... on pense qu'on est des vrais entrepreneurs, mais finalement on est des médecins. Chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, on est des médecins, des trucs là. Si tu remarques bien dans la sphère YouTube ou d'entrepreneuriat que tu vois sur les réseaux sociaux, peu de personnes disent chef d'entreprise.
Effectivement, voilà. Peu. Ils disent entrepreneur, oui. Business en ligne, mais ils ne disent pas chef d'entreprise. Parce que le mot chef a un poids plus gros que juste entrepreneur. Parce que entrepreneur, aujourd'hui, moi, comment je le vois, c'est solopreneur. C'est solopreneur, c'est ça. Tu vois, tu as des freelances qui travaillent à droite à gauche avec toi, mais tu es solo. Ouais. Quand tu dis chef d'entreprise, c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas dire ce mot-là parce que c'est trop lourd pour eux, en fait. Parce qu'il faut que tu arrives à un niveau où tu as limite à manager un peu une équipe en interne pour que le business fonctionne. Moi, je pense même, c'est ça, en fait. Pour moi, le point le plus essentiel, c'est que le business puisse fonctionner sans toi. C'est comme en entreprise, quand j'étais salarié et tout, le chef part en vacances, ça ne veut pas dire que le business ne marche pas. Mais plus que le chef. Le propriétaire, tu le vois même pas. Le gars qui a le fondateur de l'entreprise, il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Il est juste là pour prendre des décisions stratégiques, etc. Mais personne ne le connaît parfois même. En plus, le pire, quand il vient visiter, tous les managers et tout, carré, tac, tac, tout est propre. Tout le monde commence à stresser quand il vient juste visiter et faire une semaine dans son entreprise. Tout le monde panique. Tout le monde panique, tu vois. Le big boss est là. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, je pense que c'est le niveau que nous devons atteindre. Ouais. Et je pense que 99% de ceux qui se disent entrepreneurs en ligne sont des solopreneurs ou des indépendants, etc. Ouais. Après, c'est pas mal quand on te dit solopreneur. Même moi, à mon niveau, pareil, le business dépend beaucoup de moi. Même si j'ai une partie où j'ai des sous-traitants qui font des choses, mais si moi, j'ai pas ce coup de fouet, entre guillemets, de dire, voilà, faut y aller, tac, tac, tu portes pas la vision, du coup, les gens aussi, ça marche pas, tu vois. Ouais. Mais une bonne transition. On parle de coup de fouet, quand le boss, il arrive, tout le monde se met au carré, se met en ordre. On va en Afrique, parce qu'on discutait avant là. L'Afrique, oui. Que quand on discutait, voilà, du business, du podcast. Là, on est dans un truc, tu dis, c'est un beau business. Mais tu m'as dit, ce qui va être compliqué, c'est de trouver un régisseur, quelqu'un qui fait le montage, qui peut faire fonctionner un podcast. Ouais. Et tu m'as dit, mais ça va être difficile quand même de trouver ça. Oui, en fait, le problème en Afrique, souvent, ce n'est pas le manque de compétences. Les gars sont compétents, parfois même surqualifiés. En Afrique, surqualifiés. Ouais. Ils ont toutes les qualifications de faire des grandes études. Mais ce qui manque souvent, c'est... On va parler aussi de l'expérience qui va un peu manquer. Parce qu'on ne leur donne pas trop leur chance non plus d'avoir cette expérience-là. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a aussi le côté où la plupart des gens, en majorité, ne sont pas très honnêtes en Afrique. Et ça, c'est une des choses que nous on rencontre souvent. Quand je parle d'honnêteté, je ne veux pas forcément dire de quelqu'un qui te vole ou qui fait des trucs bizarres, non. Il y a le respect des engagements. Tu vois, ça, c'est très compliqué. Le fait de s'engager sur une mission et de la terminer, de le faire en temps et en heure, c'est très compliqué. Jusqu'à la fin, c'est très compliqué au pays, on le remarque souvent. Beaucoup de gens vont être très bons. Et ça qui est parfois dommage, c'est qu'ils sont très bons, mais impossible de respecter un délai. Impossible de respecter une deadline. Et parfois, ça rentre dans la malhonnêteté parce que le gars commence à dire non, patron, demain je vais finir. Mais c'est déjà prêt tout de suite là, il faut venir. Et tu viens, mais il n'est pas là. Tu vois. C'est que des petits trucs comme ça, en fait, finalement, qui font que parfois lancer un business en Afrique et le scaler à un certain niveau, c'est que tu fais un boulot monstre. Moi, j'ai des amis entrepreneurs au Bénin, en Afrique. C'est que parfois, ils sont obligés de faire certaines choses eux-mêmes. C'est-à-dire que même aller à la banque, aller faire telle ou telle chose, tu vois, le mec, finalement, il passe plus de temps dans sa voiture à courir à gauche, à droite, qu'à gérer une vraie entreprise. Tu vois, parce c'est très compliqué de faire confiance aux gens et surtout qu'ils puissent faire bien leur boulot, ce pourquoi ils ont été embauchés. Tu vois, c'est quelque chose qui est très récurrent en Afrique, je pense. Enfin, je ne pense même pas, on le vit, parce qu'on a des travailleurs et tout. Maintenant, après, avec le temps, tu vois, ce que moi je fais en tout cas quand j'embauche souvent, c'est d'être très très strict dès le départ. Je suis exactement ce que je veux, tu vois. Et quand ça passe pas comme ça, comme disent les entrepreneurs, il faut renvoyer très vite. Vite. Tu vois, il faut embaucher lentement, mais renvoyer très vite. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, parce que sinon ça te perd du temps à courir derrière quelqu'un. On a eu Augustin qui a eu le même cas avec quelqu'un qui travaillait pour lui, qui te fait perdre du temps. Il lui achète un ordinateur, il fait tout, il investit quand même pour que le gars fasse le boulot, mais un mois après, les vidéos ne sortent pas. Finalement, c'est que des systèmes comme ça, des trucs comme ça. C'est quoi, dans le montage vidéo? Dans le montage vidéo, tu vois. Pourtant, c'est des gens qui sont bien.
Tu vois, ils sont compétents. Mais comment t'expliques ça? Parce que quand c'est un blanc qui est derrière, tu as l'impression qu'il est carré. La personne, même la virgule, elle le met là où la virgule doit être. Et quand c'est nous, comment t'expliques ça? Parce que moi, j'ai pas encore... si, j'ai eu de l'expérience en Afrique, ça s'est mal passé. Tu vois, la preuve, tu vois. Dès que c'est les frères et tout, ouais, mon frère, mais après, mon frère, tu vois plus ton argent. Exactement. Mais comment t'expliques ça quand c'est des blancs? J'ai rien contre les blancs, mais nos frères, j'ai l'impression que, je sais pas. Oui, comme ce que je te disais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le fait que les gens pensent qu'en travaillant pour un étranger ou un blanc, ils vont être peut-être mieux payés, ce qui n'est jamais le cas. Un blanc qui soit en Afrique, c'est un entrepreneur. Oui. Donc il veut payer aussi le moins possible, comme tout le monde. C'est pas parce que tu travailles pour une entreprise française ou pour des blancs que soudainement ils vont te payer 1500 € alors que le SMIC est à 75 € dans ton pays. Ils ne sont pas cons non plus. Tu vois. Voilà, donc il y a ce volet où les gens vont penser qu'ils seront mieux traités en travaillant pour un étranger ou un blanc qu'en travaillant pour un frère noir. Tu vois. Il y a aussi les complexes. Tu vois, les complexes d'infériorité. Ah, oui. Tu vois, les gens qui se disent que si je travaille pour lui, je sais pas, il se sent un peu complexé. Donc, voilà, c'est quand même le blanc. Tu vois. Moi, mon père a travaillé pour une entreprise italienne toute sa vie. Et les grands patrons, c'était des blancs. Mais viens voir comment les autres... Bon, moi, mon père, lui, te remet à sa place tout de suite. Hein. C'est un monsieur blanc, tu es ce que tu veux. Ils s'en foutent. Même le directeur, à l'époque, il a cru que... il allait se foutre de la gueule de mon père. Mon père a dit, toi, là, tu te remets pas à ta place, là. Je vais te... Et il sait d'où il vient. Je vais te faire du sale. Ouais. Mais quand tu voyais les autres collègues de mon père aussi, ben, ils ciraient des pompes. Et parfois, ils vont aller même dénoncer d'autres frères. Tu vois, au patron, soi-disant être dans les bonnes grâces. Alors, tu vois, c'est que des choses comme ça aussi. Donc, il y a pas mal de complexes, tu vois, d'infériorité aussi vis-à-vis de certains Africains, malheureusement. Tu vois, qui explique que parfois, lorsqu'ils vont travailler pour un blanc, par exemple, pour un Libanais, etc., en Afrique, ils vont être beaucoup plus dociles, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus travailleurs qu'avec le frère africain qui est là, qui se démarre, qui a envie de faire ce qu'est son business. Il y a aussi la jalousie que souvent nos frères se développent, on développe entre... Est-ce que le vrai problème n'est pas la jalousie? On ne peut pas dire que c'est le vrai problème, ça peut faire partie des problèmes. Il y a une certaine jalousie aussi, tu vois, de se dire que l'autre frère est en train de réussir, mais on travaille pour lui, mais en même temps, on n'a pas envie, c'est que... De se faire commander par lui. Voilà, etc. Tu vois, il y a tout, je pense qu'il y a pas mal de petites choses, finalement, selon moi. Et c'est ça qui est dommage, en fait, parce que je pense que si on peut trouver des travailleurs honnêtes, comme ce qu'on peut retrouver dans les pays asiatiques souvent, tu vois, parce que dans les pays asiatiques, les gens ne sont pas aussi non plus payés des centaines de milliers d'euros, mais ils font bien le boulot aussi. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des Chinois, des Philippinos, pas mal de différentes nationalités, même des Indiens, des Pakistanais. Tu vois quand même que le boulot est fait dans l'heure, tu vois, en temps et en heure, est bien fait, etc., etc. Tu vois. Mais derrière, on a quand même envie d'aller embaucher des frères qui vont te foutre le... Tu vois, et ça, c'est un gros... Je pense que c'est ce qui manque un peu sur le marché de la formation en ligne ou le marché du business en ligne. Et que dans la francophonie, je ne connais pas l'Afrique anglophone, hein, mais dans la francophonie, il y a un manque criard de personnes compétentes et honnêtes qui vont bien faire le boulot, qui vont respecter les délais. Il y a un vrai manque. Tu vois, et c'est ce qui fait que l'Afrique francophone est toujours en retard parce que c'est un gros business. Tu regardes les plateformes qui se sont développées au fil des années sur le freelancing, que ce soit Upwork et tout, à 95%, tu vas retrouver des Asiatiques, Indiens, Pakistanais, Philippines, etc., ou des Sud-Américains. Il y a beaucoup de Nigériens ou pas? Oui, il y a toujours beaucoup de Nigériens, mais bon, en proportion par rapport aux Asiatiques et aux Latinos, c'est insignifiant. La part des Nigériens ou des Camerounais anglophones. Beaucoup de Philippines. Tu vois, beaucoup de Philippines, etc. C'est insignifiant. Et dans la francophonie, tu as très peu de personnes qui sont extrêmement compétentes, qualifiées. Et en plus de ça, font bien faire le boulot, être honnête. Tu vois, c'est quelque chose qui est dommage parce que sinon, je pense que on peut créer de grosses plateformes, tu vois, où on peut externaliser énormément de choses vers l'Afrique francophone. Parce que comme je le dis encore, les gars sont compétents. C'est pas la compétence qui manque, hein. Sincèrement. Tu vas dans n'importe quelle université en Afrique, tu vas avoir des bacs plus 12 qui sont au chômage. Hein. Les mecs, ils ont étudié à devenir fous. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, quoi. Non, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. L'expérience, ce n'est pas forcément un problème. Surtout pour nous, entrepreneurs,
Moi, quand je prends mes gars, je les forme, on a des formations, etc. On a des formations, non, c'est pas un problème par rapport à ça. Le plus important, c'est que la personne aime apprendre de nouvelles choses et qu'il fasse son boulot. Oui. En temps et en heure. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué en Afrique. Ah ouais. Donc ça veut dire que si on veut réussir à monter une équipe, on va choisir la stratégie de la poupée russe. Tu sais, les poupées russes, tu enlèves une, tu en as une autre, tu en as une autre. En fait, c'est de mettre un blanc devant. Beaucoup le font. Hein. Toi, t'es derrière. Beaucoup le font, mais même je pense... Comme ça Même à Abidjan, beaucoup de frères créent des entreprises où ils vont mettre un blanc. Un directeur blanc devant. Toi, et ça cartonne. Hein. Ça cartonne. En vrai, c'est ça en fait. Parce que moi, quand tu m'expliques ça, je me dis, ok, le marché, il est comme ça. Le temps d'éduquer les gens pour qu'ils soient honnêtes entre frères noirs va prendre du temps. Je me dis, pour hacker le système, mais un blanc directeur. Oui. Et après, toi, tu es derrière, on ne te voit pas, en fait. Les gens le font. Ils le font déjà. Parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage. Hein. Et moi, je vois plus ce côté jalousie, mais après, qui est exprimé de différentes façons. Oui, il peut avoir ça. Tu vois ce que je veux dire Parce que... Il y a ça, mais après, tu sais, j'aime toujours nuancer les choses. Je ne pense pas que les Noirs ont le monopole de la jalousie dans le monde, tu vois. On n'a pas le monopole de la jalousie entre communautés ou entre frères. Tu vois, mais pour moi, la problématique, c'est la jalousie qui est exprimée de différentes manières. Comment tu peux dire quelqu'un, il vient, il te paye. Et des fois, même nous, on est gentils, on a la main sur le cœur. Ouais, souvent, on paye beaucoup plus. On paye beaucoup plus, tu vois. Et c'est ton frère qui... Attends, demain, il y a un problème, le blanc, il va prendre son avion, il va retourner. Demain, il y a un problème, ton frère, non, il va rester avec toi, solidaire, et on va avancer ensemble, tu vois. Et je me dis, mais purée. Pour moi, ça vient de beaucoup de choses, hein, de l'éducation, tu vois. Je pense que donc les Blancs, enfin les étrangers, je pense qu'ils ont fait un bon marketing, à mon avis. Parce que je suis en train de me mettre à la place d'un Africain qui a vécu là-bas, et il voit les étrangers s'organiser, il y a des trucs, il y a de l'argent, tu vois. Et même à la télévision, on voit ce American Dream ou European Dream, ou quel que soit l'étranger, tu mets Dream dedans, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est pas ce marketing-là sur le long terme qui a fait que, un Africain, quand il va dire auprès de ses amis, ouais, je travaille pour une entreprise, c'est un Français. Comparé à un autre, c'est une entreprise, mais ça c'est un Béninois. Il y a ce côté privilège, fierté et tout. Ouais. Même bon, après, il n'y a pas non plus des centaines de milliers d'entreprises européennes dans tous les pays africains. Tu vois, il n'y en a pas des centaines de milliers. Donc, la plupart des Africains travaillent toujours pour des Africains. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu parles avec les entrepreneurs africains ou les chefs d'entreprise en Afrique, etc., la ressource humaine est vraiment le point central qui empêche les business de scaler aussi rapidement qu'un business en Europe ou des business gérés par des entreprises européennes ou blanches en Afrique. C'est la ressource humaine. Donc c'est quoi la solution? Parce que comment tu me parles, je me dis, mais il y a un grand avenir sur la formation. Oui. Tu vois, pas la formation comme on voit à l'université, non. C'est d'apprendre quelque chose de concret qui va vraiment immédiatement être... que tu puisses l'utiliser dans une entreprise qui est déjà sur place, en fait, tu vois. Non, formation... Oui, il y a des choses à faire dans ce sens-là. Clairement, il y a des choses à faire dans ce sens. Ouais. Tu vois. Mais après, moi, je vois qu'il y a aussi un volet qu'on ne dit pas aussi. Il y a aussi comment les chefs d'entreprise aussi traitent leurs employés africains aussi. Okay. Tu sais, souvent, moi, j'ai écouté beaucoup de discours, on dit, quand vos employés ne sont pas bien, c'est de votre faute. Oui. Souvent, c'est de votre faute aussi. Tu vois, parce que soit tu as merdé dans le recrutement pour vraiment aller chercher l'appel rare, soit tu as banalisé certaines choses. Effectivement. Ouais. Et aussi, il faut quand même le dire, quand tu vois au-delà du fait que les gars, une entreprise française va venir en Afrique, ne va pas bien payer des employés, peu importe les trucs, ils organisent quand même pas mal de choses. Tu le vois même en France, hein. Les after-work, les team building, il y a pas mal d'activités quand même, de petits événements que les entreprises organisent et tout pour essayer de créer des connexions, de solidifier les équipes, etc., etc. Tu vois, c'est des choses quand même qui sont faites. Tu vois, des primes, etc. Tu vois, il y a pas mal de trucs. Et même voyager en France. Même voyager. Tu vois, il y a des entreprises qui offrent des voyages à leurs salariés, à leurs meilleurs vendeurs ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a pas mal de choses aussi que
nos chefs d'entreprise africains aussi ne font pas non plus, comme s'ils traitaient leurs employés aussi comme des esclaves, quelque part. Tu vois. Donc, l'employé africain aussi, selon moi, ne sent pas que l'entreprise est sa famille, parce qu'il faut comprendre, et peut-être que c'est une notion qu'on ne nous enseigne pas beaucoup en Afrique, et moi je l'ai vu beaucoup en Asie, l'entreprise est ta famille parce que c'est grâce à elle que tu nourris ta famille de l'autre côté. Oui. Tu vois. C'est grâce à elle, c'est l'entreprise qui te paye. C'est pour ça que souvent, quand tu vas aller en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, il y a une certaine fidélité à l'entreprise. Parce qu'il y a une certaine reconnaissance. C'est grâce à elle que j'arrive à nourrir ma famille. Tu vois. Et ça, on ne va pas trouver forcément cette fidélité-là dans une entreprise africaine. Parce que quelque part, les entreprises africaines ne créent pas une certaine culture d'entreprise. Elles ne créent pas tout un environnement, un écosystème. Qui va permettre aux salariés aussi de se dire, putain, j'ai envie de rester là. Tu vois. J'ai envie de travailler pour cette entreprise-là. Regarde comment en Europe ou en Asie, ou peu importe, en Europe, en Asie, en Occident et en Asie, comment les gens font tout pour aller dans une entreprise. Ils vont passer des examens sur examens uniquement parce qu'ils veulent travailler chez Google, parce qu'ils veulent travailler chez Facebook, parce il aime l'entreprise totale, parce que si, parce que ça, parce qu'il veut travailler pour telle entreprise. Tu vois, et ils vont calibrer tout leur parcours, toute leur vie pour faire tout possible pour aller dans cette entreprise-là. Tu vois. Et tu peux leur proposer le salaire que tu veux. Ils vont dire non, moi là, je veux aller travailler pour telle entreprise. Même s'ils gagnent moins. Parce que derrière ces entreprises aussi, on fait un très bon marketing. Ils ont aussi une très bonne culture d'entreprise qui fait que les gens les meilleurs veulent aller là-bas. Apple fait croire à ses employés que c'est des génies. C'est pour ça que les gars charbonnent. Même sur ton CV, tu vois, ça vend en direct. Voilà, pour eux, c'est que... Au-delà même du CV, c'est que vraiment, la manière dont ils traitent leurs employés, ils leur font comprendre que c'est les meilleurs de chez les meilleurs. Tu vois. Et quand tu répètes à quelqu'un qu'il est le meilleur et que c'est un génie, que vraiment il a de la chance d'être ici, il va charbonner pour conserver sa place de meilleur. Et c'est ce qui fait que tu vas voir Apple parfois, ils sautent, même s'ils font des évolutions très très fines ou incrémentales, ils ont quand même révolutionné la téléphonie, ils ont révolutionné pas mal de choses avec la Vision Pro, etc., etc. Tu vois, beaucoup d'ingénieurs rêvent d'aller travailler chez Tesla parce qu'ils voient le côté charismatique d'Elon Musk, ils voient que c'est un mec qui a créé 4-5 entreprises qui ont tous tapé le milliard, donc c'est pas une chance. C'est un mec qui est charismatique, qui fait des projets de ouf, qui défie des lois, c'est limite Iron Man, tu vois. Et tout ça, tout ce marketing et toute cette vision, cette culture font que les meilleurs ingénieurs veulent tout faire pour aller travailler pour telle entreprise. Donc je pense aussi qu'au-delà de blâmer les salariés, il y a aussi comment le chef d'entreprise en Afrique considère ses employés. Ouais. Tu vois, parce que parfois aussi, il faut le dire, les chefs d'entreprise en Afrique deviennent très vite des impérialistes. Tu vois, ils deviennent très vite des colons. Tu vois. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Ah ouais. Non, c'est un très très bon point de vue. Effectivement, dans les deux côtés, il y a du travail à faire. Et justement, et c'est pour ça que moi aussi, même avec les gars qui travaillent pour moi, j'essaye quand même, tu vois, d'apporter ce petit facteur pour que les gars se sentent bien. Que ce soit dans l'environnement de travail, dans les locaux qu'on a pris, dans les choses qu'on est en train de mettre en place, le fait qu'ils aient la connexion Internet, qu'on leur paye le déplacement pour les lieux pour qu'ils viennent sur le lieu de travail alors qu'ils le retirent de leur salaire, le fait de mettre des petits trucs, un frigo, de la nourriture au bureau, etc. Pour que si les gars veulent grignoter quelque chose, ou une machine à café, c'est des petites choses aussi comme ça qui font que les salariés se sentent à l'aise et qui vont charbonner aussi par rapport à ce que tu fais. Le fait de changer l'ordinateur, sinon des ordinateurs de merde, de leur prendre un nouvel ordinateur, de leur prendre une connexion Internet, etc. C'est des trucs qui ne vont pas coûter cher à l'entreprise, mais derrière qui vont permettre quand même aux gens de se sentir reconnaissants, de travailler aussi plus dur pour que le business évolue, parce que quelque part, ça devient aussi quelque part un peu le business. Tu vois, c'est le fait de... Et moi, je travaille cette année, c'est ça, je travaille vraiment sur ça. Je t'ai dit que je ne suis pas encore un entrepreneur, je suis un solopreneur à la limite ou un indépendant. C'est de travailler sur la vision de l'entreprise, de sorte à ce que les salariés ou les collaborateurs, peu importe comment on les appelle, fassent partie intégrante de la vie, de cette vision-là. Et qui se disent que cette entreprise aussi leur appartient. Et tu vois des boîtes chinoises, Huawei qui le fait. Huawei, quand tu travailles pour Huawei, tu deviens actionnaire. Huawei n'est pas coté en bourse. C'est les employés qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc dès que tu deviens salarié de Huawei, tu es actionnaire de Huawei. On te donne des parts de l'entreprise. Donc ça fait que le fondateur CEO de Huawei possède 1% de Huawei. 99% est possédé par les employés. Ah ouais. Tu vois. Donc c'est pour vous faire comprendre que chaque employé est aussi chef de l'entreprise.
Il a cette responsabilité de conseiller l'entreprise comme la sienne. Donc ça lui permet aussi de travailler beaucoup plus. On a aussi d'autres cas d'entreprises comme Haier, qui est une entreprise chinoise qui a racheté General Electric, etc. Et eux-mêmes, ils ont fait des mini-divisions de sorte à ce que dans l'entreprise, tu as des entreprises, des start-up dans l'entreprise. Des start-up, des incubateurs carrément. Dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe qui dépasse plus de 5 salariés. Il n'y a pas des grandes équipes de 200 personnes. C'est tout le monde est 5. Donc l'équipe qui s'occupe des climatiseurs, par exemple, c'est 5 personnes. Donc s'ils veulent faire un truc de marketing, ils vont payer pour aller trouver des prestataires marketing qui sont dans l'entreprise. Pour le faire. Donc en gros, tu as la grosse entreprise Haier. Et toutes les divisions, tu as des mini-équipes à l'intérieur. Ils sont peut-être indépendants. Qui sont indépendantes, mais qui vont jouer le rôle de prestation et de prestataire de services pour d'autres unités de l'entreprise et tout. En fait, tout le monde est entrepreneur à l'intérieur. Ok. Donc c'est de l'entrepreneuriat, quoi. Exactement. C'est de l'entrepreneuriat et c'est des concepts de gestion que les Chinois, très innovants. J'ai même lu tout un livre dessus, sur la gestion d'entreprise par les Chinois, qui explique un peu comment ces grandes entreprises chinoises ont essayé d'innover un peu dans la gestion. Et c'est ce qui fait que c'est des entreprises qui cartonnent. Ok. Et du coup, là, tu as parlé de vision. Tu peux nous expliquer à peu près, c'est quoi ta vision? Enfin, pour 2024, je veux vraiment travailler sur ma vision. Quand je parle de vision, c'est travailler sur ta vision, sur ma vision pour éclaircir tout ça. Exactement. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, l'une des premières choses, lorsqu'on parle d'état d'esprit, c'est d'éclaircir ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 25 ans, dans 30 ans? Ok. C'est-à-dire, quand tu t'imagines en tant que personne, dans 25 ans, tu te dis, tu es à quelle position? Tu vois, tu peux dire ce que tu veux. J'ai 10 milliards dans mon compte bancaire, j'ai des jets privés, en fait, bref, le truc le plus fou possible. Tu vois, et tu dois faire cette vision pour toi en tant que personne et aussi pour ton entreprise. Où est-ce que tu vois ton entreprise? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre mission? Tu vois, et quand tu clarifies tout ça, ça te donne la feuille de route à suivre et surtout ça permet aussi à l'équipe d'adopter cette vision-là. Cette vision-là. Tu vois, donc c'est des trucs sur lesquels tu travailles, c'est tout le développement personnel et le développement d'entreprise aussi. Et toutes les entreprises, les grosses boîtes comme Google, ils ont une vision claire, ils ont des slogans clairs, ce qu'ils veulent, etc. Tu vois. Et c'est tout ça qui va te permettre de créer aussi la culture de l'entreprise, tu vois. Oussama en parle très bien, dans coup d'État, etc. Ouais. Un sujet intéressant là. Qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Parce que là, tu as touché un mot. Et c'est quoi ton avis sur le développement personnel? Dans quel sens? En fait, c'est juste dans le sens motivation. Ouais, parce que tu vois, avec mon parcours entrepreneurial lié à la formation, moi j'ai fait des sessions de formation où il y avait des élèves et tout, physique, et on faisait. Et j'étais beaucoup dans le développement personnel, tu vois. Moi j'aime bien ce côté mindset. Mais au fil des années, j'ai l'impression qu'il y a soit une dérive, tu vois, parce que les gens sont trop concentrés dessus, et du coup ils ne passent pas à l'action. Ils sont trop, j'ai des problèmes, j'ai des blessures. Tu vois, on va dans ce côté un peu extrême qui empêche parfois les gens de passer à l'action parce qu'ils restent trop dans le développement personnel. Donc, la question, elle est nourrie par rapport à ça. C'est que, qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Parce qu'on en entend parler partout. Et moi, j'ai identifié par mon expérience que, comme tu l'as dit, il y a un juste milieu. C'est bien le développement personnel, mais attention, tu vois. Il y en a, ils sont trop dans... Non, tu vois? Moi, je pense que c'est comme tout. Tout ce qui est extrême, tu vois, n'est jamais bien. Tu vois, non? Et le développement personnel, moi, je pense qu'il y a différents types de personnes. Juste tombé sur dans le développement personnel, il y a différents types de personnes. J'ai juste tombé sur des gens qui n'ont jamais lu un seul livre de Robert Kiyosaki, mais qui ont réussi leur vie. Ils ne sont jamais levés à 5 h du matin, n'ont pas fait de méditation, etc. etc. Ouais. Tu vois? N'ont jamais pris de douche froide, etc. Tu vois? Ouais. Et qui naturellement vont réussir les projets ou les choses sans avoir lu des livres réellement de développement personnel, tu vois. Ouais. Donc il y a de tout en fait. C'est des gens qui vont souvent être dans l'action, tu vois, vraiment l'action violente. Moi j'ai des amis, ils ont envie de faire quelque chose, ils vont le faire. Ils vont le faire quoi. Ils vont pas procrastiner en fait. Ils vont pas se poser des questions. Ouais. S'ils le font pas, c'est qu'ils aiment pas, c'est tout. C'est que ça ne les intéresse pas. Mais s'ils se mettent en tête, ce truc je veux le faire. Il va le faire, il va réussir. Même s'il a peur, même s'il y va. Il ne va même pas penser à ça. Il ne va même pas penser à la peur ou au doute. Il va clairement le faire lui-même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, comment je dis, qui va dépendre des personnes ou de leur éducation peut-être. Oui. Tu vois, il y a des gens
qui ont reçu une éducation où leurs parents leur disaient déjà que ils sont intelligents. Donc ils y croient. Ils y croient fermement, qu'ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans l'éducation des enfants de pouvoir parler à ces enfants, selon moi en tout cas. Tu es père, je ne suis pas encore père, mais je pense quand même c'est quand même bien de dire à ces enfants qui sont bons, qui sont brillants, de les encourager de temps en temps quand même. Tu vois, l'idée n'est pas de les faire de donner la grosse tête, tu vois, de pouvoir calibrer à ce niveau. Et ça leur permet d'avoir une certaine confiance en eux, inébranlable. Tu vois, et moi, j'ai eu des amis ou des connaissances qui avaient vraiment confiance en eux. C'est le genre de type qui te dit, je peux faire ça, mais tu n'as pas besoin de lui dire, réveille-toi à 5 h du matin, c'est tac. Tu vois, c'est un switch. J'ai vu des gens qui ont switché de personnalité du jour au lendemain, tu vois, comme ça. Ok. Maintenant, tu as le cas des gens normaux, comme nous, en tout cas comme moi, qui ont besoin quand même de lire, qui ont besoin d'apprendre des choses, parce que aussi ça vient toujours de l'éducation de chaque personne, tu vois, de ton environnement, de ce qu'on te disait quand tu étais petit. Est-ce que tu étais timide, est-ce que tu étais renfermé et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande quand même d'être un peu extraverti. Moi, je dis souvent aux gens que ce qu'ils voient de moi sur YouTube n'est pas ma vraie personnalité, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide, de très renfermé. Tu m'envoies dans un groupe en boîte de nuit, je ne parle à personne si je ne connais personne. Je ne suis pas le mec qui a fait le premier pas. Oh yeah, comment ça va? Ouais. C'est mort. Quand je connais personne, je ne parle pas. Ouais. Tu vois, si demain tu me dis, Alain, je t'invite dans un groupe de mes potes et tout, etc., que je ne connais personne, et que tu n'es pas là, je ne parlerai pas. Je ne vais pas forcément aller briser la glace. Je vais rester dans mon coin. Tu vois. Et souvent, c'est toutes ces histoires de développement personnel. Quand tu lis comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui te dit, écoute, il faut que tu te fasses des amis, il faut que tu te fasses des connaissances, que tu dois faire ci, t'apprendre des techniques, comment parler aux gens, comment être intéressant lorsque tu parles aux gens, etc. Donc, tu es obligé de lire ces bouquins-là. Le développement personnel n'est pas mal. Même si le développement personnel ne permet pas de s'enrichir, parce que lorsque les gens parlent de développement personnel, surtout dans le milieu du business en ligne, quelque part, c'est que tu développes une compétence qui va te permettre de générer des revenus. Et ne pas avoir peur de le faire. Voilà, on est vraiment lié à ça. Oui. Tu vois. Mais il y a d'autres types de développement personnel. Il y a des gens, c'est pas pour s'enrichir, c'est peut-être pour vaincre leur timidité. Il y a d'autres, ça va être pour draguer, apprendre à draguer. Il y a les coachs love, etc. aussi. C'est du développement personnel. De toute façon, le mot le dit, c'est du développement. Donc, c'est de quitter d'un état A à un état B. Tu vois. Et je pense que pour tout le monde, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais le développement personnel aussi, ça te pousse en fait à sortir de ta zone de confort, tu vois, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et souvent, je le dis, ça me fait chier de me réveiller à 5 h du matin. Ne pense pas que je me réveille le matin, je suis content. T'es joyeux. Non, je ne suis pas joyeux. Tu vois, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se relèvent le matin, ils sont putain, je pète la forme ce matin. Non. Tu vois. On a tous envie de faire la grasse matinée, on a tous envie de glander aussi, mais quelque part, on se dit que si je dois passer à un autre niveau, si je dois créer une nouvelle identité, il y a des choses que je dois changer. Et c'est là où on revient à l'étape de la vision que tu as de toi-même, parce qu'on a tous une vision de soi-même. Ah, il y en a, ils sont perdus, hein. Ils sont je pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des fois, tu es là, tu te lèves, ou tu penses à toi-même, tu te dis, putain, je serai un jour comme ça, ou tu t'imagines, même si c'est farfelu, tu t'imagines des choses, tu vois. Oui, mais tu as des gens, ils sont pas... Tu leur poses la question, ils disent, je sais même pas. Même s'ils ne savent pas forcément, il y a des fois quand même on s'imagine des choses, on s'imagine que putain, si j'avais cette Ferrari, si j'avais telle chose, peut-être qu'un jour je serais où. Regarde tous les gens qui font la prière, qui sont dans la prière, etc. Peut-être c'est pas une vision, c'est plutôt un rêve. Oui, un rêve, c'est tellement, oui. Ils remplacent ça par un rêve d'atteindre quelque chose, d'acquérir quelque chose, quoi. Tu vois, et beaucoup le font via la prière, par exemple. Oui. On va prier Dieu pour que Dieu te donne, qu'il te bénisse, qu'il te fasse ci, qu'il te fasse ça. Donc, ils ont forcément une manière de penser d'eux-mêmes ou de se visualiser eux-mêmes, visualiser eux-mêmes dans le futur, dans tous les cas. Tu vois, même pour ceux qui vont prier matin, midi, soir, etc. Tu vois, ils veulent quelque chose, ils veulent un résultat à la fin. Tu vois, non? Donc, dans ce processus de développement personnel, il y a toujours la vision qui est primordiale. Comment tu te visualises toi-même, où est-ce que tu te vois toi-même, tu vois? Et là, maintenant, si on l'applique au business en ligne, c'est essentiel. C'est 80% de ta réussite dans le business en ligne, même si tu ne fais pas exprès. Parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui naturellement vont faire des choses, naturellement comme ça, parce qu'ils sont intéressés, sans poser de questions, etc. Tu vois. Mais pour les gens normaux, si tu n'as pas cet aspect où tu ne sais pas où tu vas, quelle est la vision que tu as établie, quelle est ta mission, et que tu ne définis pas tout ça,
lorsque tu te lances tête baissée dans un business et que ça ne marche pas, tu abandonnes. Oui. C'est aussi ça en fait, tu vas abandonner. Parce que derrière, tu n'as pas forcément une vraie vision de ce que tu veux faire. Tu le fais parce que c'est cool, quoi. J'ai eu plein d'amis qui m'ont vu avec l'e-commerce et tout. Et pour eux, c'est cool. C'est sans plus. Ils se sont lancés. Ils ont fait 2-3 boutiques qui, comme ça n'a pas marché, ils sont passés au prochain business model. Ils ont entendu parler de trading quelque part, ils sont passés. Ils sont partis, quoi. Ils sont partis, tu vois. Et moi, je le dis, ça m'a pris plus de 5 ans pour avoir des résultats. Dans le même domaine? Non, dans plein de domaines. J'ai testé, j'ai switché, j'ai testé, etc. Oui. Ouais, mais ça m'a pris plus de 5 ans. J'ai commencé en 2014, j'ai eu mon premier succès en 2019. Et pendant ces 5 ans de traverser des désert, pourquoi je n'ai pas abandonné? C'est vrai que tu reviens de loin. Hein. Voilà. Parce que quelque part, j'avais envie de vivre cette vie-là. Je voyais cette vie de mec qui ne dépendait pas d'un patron, qui pouvait planifier lui-même ses journées, qui pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il avait envie de faire. Et je ne le dis pas pour les vacances, etc., tu vois, pour aller à Bali et tout. Je me suis forcé à Dubaï. Parce que je me suis dit, bon, je suis quand même à Dubaï, je vais faire des activités. Oui. Sinon, je te jure, j'aurais pu rester à l'hôtel sans mettre le pied dehors et t'as fait venir juste au rendez-vous. Oui, juste au rendez-vous. Tu vois, mais après, je me suis dit, bon, on est à Dubaï, on va essayer. Et c'est des choses que je vais essayer même de faire un peu, de montrer un peu mon quotidien, de ce que je fais, etc. Parce que souvent, les gens veulent voir un peu quand même, mais est-ce que, Alain, est-ce que tu vis la vie, tu vois, dont tu as rêvé, pour lequel tu as travaillé depuis des années, depuis 2014, tu vois. Et c'est ça aussi qui motive un peu les gens, quelque part, de voir cette vie-là. Tu vois. Ouais. Donc, si tu te lances dans un business et que tu n'as pas cette vision, tu ne tiens pas. Et moi, c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est le fait de me dire, j'ai pas envie de lâcher, tu vois. De me dire que, putain, mais il y a d'autres qui réussissent, ils ne sont pas plus intelligents que moi. Et c'est parce que tu te développes personnellement, c'est parce que tu essaies de t'établir une vision, c'est parce que tu essaies de reprendre confiance en toi. Et tout ça, c'est en lisant des bouquins. Et moi, pendant longtemps, je n'avais pas confiance en moi-même, tu vois. Et ça, c'est pas à cause de mes résultats à l'école, parce que je dis souvent, j'étais bon à l'école. Je n'étais pas nul à l'école. Je faisais partie des premiers de classe, premier, deuxième ou troisième de classe à l'école. Oui. Tu vois. Mais ce n'est pas parce que tu travailles à l'école que dans la vraie vie, tu vois, tu vas exceller. Non, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Et moi, je voulais exceller. Tu vois, je te dis souvent, quand je pense à moi-même, tu vois, la vision que j'ai de moi-même, quand je me visualise ou j'imagine, c'est vraiment le mec qui est dans une maison de ouf, mais qui a une bibliothèque de malade. Ah ouais. Comme un radio-bibliothèque, voilà, c'est ça. Tu vois, qui est là, qui veut apprendre sur le monde, mais qui est tranquille, tu vois. Un sage, quoi. Un sage, voilà. Je me vois un peu comme un sage. La sagesse. Mais un sage pété de thunes, tu vois. Pas un sage dans les grottes. Pas vraiment, un sage pauvre. C'est pas un sage, non, vraiment. La vision que j'ai de moi-même, vraiment, quand je me dis, le mec, il est pété. Tu vois, un peu comme Bill Gates. Tu vois, Bill Gates, il paie 100 milliards, et il a son site internet, tranquille. Et il lit des livres, fait des résumés, tu vois. Ouais. C'est que vraiment, il faut avoir la paix du cœur pour aller à ce niveau, tu vois. C'est le gars, il a plus de soucis. Tu pèses des milliards, mais tranquille. Tranquille, tu vois. Et moi, c'est un peu cette vision que j'ai. Tu vois. Je me dis que tu es serein, tu as de l'argent, et tu vas maintenant faire des activités que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça. Moi, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apprendre à jouer de piano, par exemple. C'est un truc qui me fascine quand je vois les gens jouer du piano. Je ne sais pas comment le faire. J'ai envie d'apprendre à faire de la... Il y a tellement d'activités parce que, quand j'étais petit, c'est des choses que je n'ai jamais fait. Parce que je n'avais pas le temps, parce qu'il fallait travailler à l'école. Tu vois. Et j'ai envie d'apprendre pas mal de choses. Tu vois, un jour, je prendrai ma retraite peut-être à 35, 40 ans. Je sais que je ne travaille plus parce que j'ai besoin de l'argent, mais je travaille parce que j'en ai envie. À ce moment-là, je vais aller apprendre plein de choses. J'ai envie d'apprendre plein de langues. J'ai envie d'apprendre l'arabe, le japonais, le coréen, le yoruba, parce que ma mère parle yoruba et j'ai oublié. Je comprends, je ne peux pas parler parce que ma mère l'a plus parlé quand j'étais petit, ça me fait chier. J'ai envie d'apprendre le swahili, même le lingala, tu vois. Il y a des choses que j'ai envie d'apprendre, mais ça demande du temps, etc. Et pour moi, la réussite personnelle, ou en tout cas pour moi, la réussite en tant que développement personnel, etc., ou financière, c'est de pouvoir avoir le luxe de faire vraiment les choses que j'ai envie de faire. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore ce luxe-là. Il faut le dire. C'est pourquoi je te disais que je ne suis pas encore un chef d'entreprise ou un investisseur, tu vois. Non, c'est intéressant, mais moi, j'ai envie de mettre en garde, parce que moi, c'est ce que j'ai identifié à force de faire un peu faire du closing, et, tu vois, être en rapport toujours avec les gens, arrêter cette procrastination intelligente, de regarder que des vidéos, lire,
mais ils passent pas à l'action. Oui. Tu vois, ils passent pas à l'action. Ils veulent vraiment tout savoir. Tu vois, c'est des bibliothèques. Il y en a beaucoup. Hein. C'est des bibliothèques de savoir. Hein. Moi, je suis tombé sur des gens et ils parlaient des livres que je connaissais même pas. Et ils l'ont lu. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu sais, ma grand-mère, elle avait un problème, par-ci, par-là. Ils commencent à raconter des histoires, tu vois. Donc, le développement personnel, c'est très bien, mais il ne faut pas que vous procrastinez de manière intelligente tant que vous ne vous sentez pas motivé. Il y a aussi ça, en fait. Pour répondre à ta question, le truc, en fait, ce qui se passe, tu vois, quand tu te lances dans un business en ligne ou quand tu te lances dans une nouvelle activité et tout, c'est que ton cerveau est tellement contre cela parce que ça te challenge et que ça te sort de ta zone de confort qu'il va tout faire, tu vois, pour que tu ne passes pas à l'action. Et sincèrement, il faut être très fort mentalement pour s'en rendre compte. Je vais te donner des exemples très simples, tu vois. C'est des choses qui se sont passées, qui me sont même arrivées à moi. Tu vois, parce que effectivement, tu vas avoir des gens qui vont beaucoup lire, qui vont acheter des formations sur formations, qui sont toutes là, qui vont se former. Ils ont tout dans leur tête. Hein. Mais qui ne vont pas forcément passer à l'action ou vont passer timidement à l'action. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Tu vois, c'est vraiment qu'ils doivent identifier ce problème parce que c'est quelque chose qui prend du temps à identifier. L'exemple que je voulais te donner, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui se lance dans un business et il se dit, il veut créer sa chaîne YouTube. Et il se dit, putain, avant que je fasse ma première vidéo, là, il faut que j'achète le dernier iPhone. Sinon, c'est pas bon. Tu vois? Ou le dernier micro. Et il va acheter le dernier iPhone. Et il va se dire, ouais, mais bon, mon micro, les gens disent sur YouTube que le gars, il saigne les vidéos sur YouTube. Il faut le micro Rode. Tu vois, ce micro à 500 €, je ne sais pas combien ça coûte. Donc, il ira économiser, il va acheter ce micro-là. Ah, il faut que mon ordinateur Windows, là, c'est pas... Ça rame un peu. Je dois prendre le Mac, 64 Go de RAM, et il va le faire. Et finalement, toutes ces actions qu'il met en place, tu vois, il est convaincu qu'il fait le boulot. Parce qu'effectivement, il fait le boulot. Tu vois, il suit une formation, il l'applique. Il achète des livres, il achète il achète un nouvel ordinateur. Il fait l'action. Mais cette action-là ne lui rapporte rien. Tu vois, parce que c'est des actions qui ne font pas peur. Voilà, c'est des actions qui ne font pas peur. Et parfois, je te dis, même moi, ça m'arrive. Le nombre de fois, je me suis dit, putain, avant de faire telle chose, il faut que j'achète le dernier micro. Ce qui fait que j'ai des dizaines de micros chez moi. Je dois avoir moins, j'abuse, mais je dois avoir moins 5 micros différents chez moi. Tu vois, alors non, il faut faire tel événement, il faut que j'achète telle chose. Et je dois attendre d'abord d'avoir avant de faire ça. Et c'est quelque chose, si tu n'arrives pas à mettre la main dessus ou le poing dessus, et moi, ça m'a pris énormément de temps. D'identifier cela, tu vois. Et ça passe aussi par le fait de s'auto-saboter aussi. On en a parlé lors de l'ancien podcast. Le fait de faire l'action, et quand ça échoue, on est content. Ah oui, on bifère sur Sam Morens. Exactement, sur Sam Morens, tu vois. Sur Sam Morens, tu vois. Et je t'avais expliqué ça à l'époque. Quand tu échoues, il y a une certaine satisfaction, tu as une certaine pression qui est redescendue. Parce que ça ne marche pas, c'est bon. Et ça ne marche pas. Je suis revenu là où je suis. Voilà. Et tout ça, c'est le cerveau qui t'arnaque. Et c'est des choses qui prennent énormément de temps ou de lecture ou de formation pour détecter cela. Et parfois, il y a des gens qui ne vont jamais détecter ça. Parce que moi-même, je te dis, ça m'est arrivé tellement de fois. Et ça continue à m'arriver parfois où j'ai l'impression que mon cerveau me met escroqué. Oui, c'est ça. Il veut littéralement t'escroquer. Moi, j'ai une petite astuce, tu diras peut-être avec le temps. En fait, pour identifier ces moments où tu fais... Pour moi, c'est de la procrastination intelligente. Là, tu te prépares, mais tu ne fais pas la vraie chose, en fait. La vraie chose, oui. Donc, en fait, c'est simple, en réalité. Dès que tu fais une action, tu commences à avoir peur, c'est là-bas que tu dois y aller, en priorité. Tu vois. Ton cerveau va dire, ah non, avant d'aller, fais ça, fais ça. Toi, tu l'arnaques. Tu dis, ok, j'ai compris, il faut faire ça, mais d'abord, je commence par ça. C'est ça. Ce qui me fait peur, d'abord. Donc, du coup, fais d'abord la chose qui te fait peur et après, fais la préparation. Exactement. Ça, tu essaies de l'arnaquer et c'est comme ça que tu identifies. En fait, c'est simple. Dès que tu commences à avoir peur de faire une action, c'est exactement ça, en fait. Tu vois. Moi, je te dis, comme je l'ai dit, ça m'arrive encore. Hein. Oui, il y a des choses il y a des choses que j'ai envie de faire, je sais que je dois le faire. Je sais très bien que je dois le faire. Tu fais le serpent. Mais je suis là à tourner autour, à ramper autour. Oh, à ramper autour, à ne jamais la faire. Alors que je sais, et ce qui est fou,
Mais ça arrive à tout le monde. Hein. Et ce qui est fou, c'est que tu sais que si tu fais cette action-là, ça va scaler ton truc. Tu le sais pertinemment. Le nombre de fois que je me suis escroqué moi-même, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est pour ça que parfois je n'accuse pas, tu vois. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai appris à beaucoup nuancer les choses ces derniers temps, tu vois. Parce que je comprends que le cerveau humain, c'est un vrai enfoiré. Ah non, c'est un vrai enfoiré. Il fera tout pour t'escroquer. En plus, c'est naturel parce qu'en fait, le cerveau, il est là pour que tu économises de l'énergie. Et faire quelque chose, tu n'as pas l'habitude et ton corps n'a pas cette discipline-là, ça lui demande un effort supplémentaire en termes d'énergie, de concentration, de beaucoup de choses. Exactement. Donc, il va tout faire pour économiser cette énergie-là, pour pas le faire, tu vois. Donc, c'est aussi un instinct un peu naturel qu'on a. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, pour identifier ces moments-là, c'est dès que vous avez une action où vous avez vraiment peur, c'est celle-là en fait. Exactement. Il faut y aller. Là, tu as identifié. Tu commences à dire, ouais, préparation, tout ça, tu vas te préparer. On l'a tous fait. Même aujourd'hui, moi, ça m'arrive. Mais tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, ça va t'arriver jusqu'à la fin de ta vie, je pense. Il faut juste l'identifier au moment et prendre la décision. En fait, dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quelque chose dont j'ai peur ou la chose que j'ai pas peur. Et après, tu te réveilles plus tôt, plus vite. Moi, je pense que ça va t'arriver tout au long de ta vie. C'est juste toi, le temps où tu vas le remarquer va se réduire de plus en plus. Exactement, c'est ça. Avec les années. Avec les années, tout ça, oui. Au début, ça prend 1 an, tu vas pas t'en rendre compte. Je me suis préparé 1 an pour lancer. Ça va te prendre du temps, de ouf. Voilà. Après, au fur et à mesure, ce temps-là va se réduire parce que tu auras tellement passé à l'action, tu auras compris même ton corps, ce développeur personnel. Mais moi, je te dis, le truc, c'est par exemple le sport. Et aussi, ça peut dépendre aussi du domaine. Tu peux être excellent dans un domaine donné et procrastiner de ouf dans un autre domaine. Après, c'est ça aussi, tu vois. Par exemple le sport, moi, je sais d'où aller. Parfois, je book même des chambres, mais je remplis. La salle de sport est derrière. Je descends du bâtiment, je l'ai. Tu la vois, là, à l'éviter. Parfois, même tu l'évites. Tu l'évites. Et j'en suis conscient. Tu peux être face à la vérité. Comme dit ça, il faut faire face à la musique. Démons. Oui, c'est quoi? Faire face à la musique, c'est les choses qui racontent ça. Ouais. Tu dois faire face, tu vois. Fais face au diable. Tu vois, c'est ça le diable. Tu dois faire face au diable. À ta propre partie de toi, de l'obscurité. Qui te tire vers le bas. Ouais. Cette force obscure qui te tire vers le bas, tu vois. C'est pas évident, sincèrement. Tu vois. Moi, ça m'arrive encore, par exemple, avec le sport, avec d'autres choses aussi que j'ai envie de faire. Ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai une technique avec le sport. C'est très simple. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir facilement. En fait, c'est d'organiser une cagnotte. Tu déposes l'argent. Parce que si ça marche pas avec le développement personnel, ça marche avec l'argent. Avec l'argent, tout marche avec l'argent. Tout marche avec l'argent. Tu déposes un montant qui va te faire stresser si tu le perds. Qui va te faire réfléchir à 10 fois. Tu déposes ça et si tu fais pas tes séances. En fait, ton challenge, il est là. Tu déposes l'argent, tu t'engages à faire 2-3 entraînements et peut-être en termes de repas, à être un peu plus équilibré. Ou le poids, tu dis, voilà, mon objectif, c'est de perdre 5 kilos. Ou de prendre la prise de masse, tu vois. Quelle que soit la chose. Et du coup, tu mets ça en gage. Et après, dès que tu rates, tu perds cet argent. Ah ouais. Tu vois, mais d'abord, fais le développement personnel, passe à l'action. Mais si ça ne marche pas, souvent, la chose universelle qui marche, c'est l'argent. Crois-moi, tu vas éviter de perdre cet argent-là. Si c'est un argent qui te fait stresser, parce que il y a différents niveaux. Mettre en gage 10 euros et 10 000 euros, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu vois. 10 euros, c'est bon, tu as raté un échéance, c'est 10 euros. Mais si c'est 10K, quand même, mon voyage à Singapour, j'ai toujours rêvé de le faire et il va passer comme ça juste parce que j'ai raté une séance. Exactement. Non, tu vas le faire, tu vois. Donc, parlons un peu de Sam Morens, parce que moi, quand on est parti manger à Dubaï, là, en parlant de lui, tu m'as retourné le cerveau. Parce que je me dis, là, on continue de développer personnel. C'est qui Sam Morens? En fait, Sam, c'est un gars que j'ai découvert, je ne sais plus, il me matraquait en publicité. En fait, je ne sais même plus comment je l'ai découvert, c'était en 2019. À l'époque où je n'avais pas de résultats, j'étais découragé, démotivé et tout. Et je ne sais plus trop comment, mais c'est un mec que je voyais les publicités. Et en fait, il avait une phrase d'accroche où il dit
Je ne suis pas auteur, je ne suis pas conférencier, je ne suis pas telle ou telle chose. Ici, pas mal de choses. Je ne suis rien. Tout ce que j'ai, je suis juste un gars qui construit un tunnel de vente et qui fait 10 millions par an. C'était une phrase assez simple, catchy et assez simple, tu vois. Et voilà, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur ci, tu vois. Et le mec qui n'a rien, quoi, qui sort de nulle part, une ovni, le mec, tu vois. Et dans cette vidéo, il parle de 9 étapes pour être consultant ou je sais pas quoi. Donc je regarde la vidéo, c'est une VSL, tu vois. Oui. C'est une VSL de 9 minutes ou de 10 minutes, tu vois. Et la VSL après, il prend ton email et il commence à t'envoyer des emails, etc. Donc la vidéo m'a captivé du début jusqu'à la fin. Il parlait de consultant, mais moi j'étais en e-commerce. En e-commerce. Donc je vais voir, ce mec, c'est qui ce gars? Il me retourne de ça. Donc je vais sur YouTube. Je tape Sam Ovens, je vois ses vidéos YouTube et je tombe sur une vidéo qui s'appelle Faire face au diable. Tu vois? Faire face au diable. Faire face au diable. C'est quoi ce truc? Parce qu'en plus, Sam, il est du genre à donner des titres bizarres aux vidéos. Ouais. Tu vois? Faire face au diable. Face off with the devil. Et je trouve le truc, 2h30, un truc comme ça, ça me retourne le cerveau. Le gars, il t'explique qu'il y a une force obscure qui te tire, qui attrape ton pied, qui ne veut pas que tu avances. Mais en fait, ça me parle avec des analogies, des paraboles. En fait, c'est un mec, c'est un truc de ouf. C'est que sa manière de parler est très différente. Là, les mots qu'il utilise sont très différents. Tu vois? Et moi, ça me retourne totalement le cerveau. Je dis, mais c'est qui ce mec? Et je regarde la vidéo, et la vidéo est issue de sa formation qui s'appelle consulting.com, Consulting Accelerator. C'est une vidéo de la formation. Et le jour là, j'arrive pas à dormir. Je dis, attends, mais là, je vais voir ces autres vidéos. Il y a une vidéo qui s'appelle Monk Like Discipline, la discipline de moine. De moine. Je dis, mais... Et le mec, dans cette vidéo, il traque tout. Mais quelle heure il se réveille? Qu'est-ce qu'il a bu? Vraiment, un robot, le gars. Un robot, hein. Tu vois? Et le gars te dit que c'est le seul moyen de réussir. Que tu dois te robotiser, tu dois être mécanique. En profondeur. On peut aller en profondeur même. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On va arrêter là. Donc suivez. Suivez si vous avez des sujets, des commentaires pour améliorer tout ça. N'hésitez pas. Mais on se revoit très bientôt. On se revoit bientôt. Ciao, ciao les gars. Allez, ciao. Salut.